Siaké de Kilel, et beaucoup d'autres personnages intéressants qui m'ont aidé à continuer et qui m'ont aidé aussi dans la recherche. Alors, pour Guy Delannoy, Guy Delannoy, qui est né à Jedida en 1916, je l'ai connu tout à fait par hasard, mais il faut dire aussi que le hasard, il faut le susciter, il faut aller à sa rencontre. On ne va pas rester assis et dire le hasard, le hasard. Alors, à l'époque, j'ai connu le docteur et comme attaché de presse, je lisais beaucoup de journaux pour faire une revue de presse. Et c'est un jour que je tombe dans le journal de matin sur une information littéraire, comme quoi Guy Delannoy a publié le premier tome de ses mémoires historiques. Je ne savais pas qui c'était ce Delannoy, parce qu'il y en a plusieurs. Mais par curiosité, j'ai cherché à le joindre. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai cherché l'éditeur qui a imprimé, qui a édité le premier tome de ces... C'était l'Harmattan. Donc, j'ai envoyé une lettre à l'Harmattan destinée au docteur Guy Delannoy. L'éditeur l'Harmattan a remis la lettre au docteur Delannoy et j'ai reçu une lettre de lui. Une première lettre, une deuxième, une troisième, et on a continué à échanger des lettres jusqu'à son décès. Alors, la première lettre, il était très, très content parce qu'il a dit « Notre famille n'a pas été oubliée à Jedida. » Et voilà que ce Marocain d'El Jedida, un compatriote mazaganais, il m'envoie une lettre avec un timbre marocain, tout ça, il était très content, et à l'époque, il avait plus de 70 ans, et il était à la retraite depuis déjà, depuis les débuts des années 80. Et à travers nos échanges, j'ai compris que quand il est retourné parce qu'il a passé à peu près 42 ans au Maroc sans jamais connaître la France. Il est né à Jedida en 1916, il est resté à Jedida au Maroc avec un cursus en Algérie, parce qu'il a fait ses études de médecine, mais sinon il a toujours travaillé au Maroc avec Sebou Jibar, le Mazaganais. Il travaillait à l'hôpital de Casablanca dans le service de cardiologie dont il était l'un des premiers créateurs. Et donc, on a commencé à s'écrire, et il m'avait parlé du deuxième tome qu'il allait faire sortir, et il m'a envoyé le sommaire de ce deuxième tome en me disant de ne pas le publier. Et alors, tout son courrier que j'ai reçu de lui, avec d'autres courriers, d'autres personnalités, tout cela avec beaucoup d'archives, je les ai remis à l'État. Ils sont maintenant déposés aux archives du Maroc à Rabat depuis 2023. Après, on s'est rencontrés la première fois à titre personnel, directement à Rabat. Il était venu pour présenter le premier tome, et on s'est retrouvé à Rabat chez son collègue qui était le docteur Michon, qui est devenu le responsable, l'archevêché, ça, le prêtre de Rabat. Alors il y avait l'église de Rabat, et derrière l'église, il y a les quartiers pour le personnel et pour les prêtres, tout ça. Et Guy Delannoy est venu à Rabat et il s'est installé là. Je l'ai vu là, et puis après, il est venu à Jedida pour présenter le premier tome à l'Alliance franco-marocaine, qui est aujourd'hui l'Institut français.
À l'Alliance franco-marocaine, il a présenté son livre et il est allé passer la nuit à l'hôtel de Provence, au centre-ville, et le matin, je l'ai aidé. On était allé au café disparu, un café disparu, mais emblématique aussi. C'est le café Sousse. Alors les anciens, c'est comme si on dit aujourd'hui le Marhaba. Il était au Place Bruno, c'est-à-dire Place Hansali. Et en face de ce café Sousse, il y avait l'immeuble Métaux. Métaux, c'est-à-dire le grand-père de Laurence Delorte que vous avez entendu tout à l'heure. C'était justement en face. Et après il m'a montré, docteur Guy Delannoy, il m'a montré l'hôtel où était sa mère tout à l'heure. Messieurs vous a parlé qu'en 1913, sa grand-mère Eugénie Delannoy est venue avec son premier fils, l'architecte Georges Delannoy. Ils sont venus s'installer à l'hôtel, qui est maintenant l'hôtel de France. Et de là, il a payé un taxi pour aller au logement familial, la villa familiale à Walidia. À Walidia pour passer. Et ensuite, il était parti en France. À l'époque, moi, je ne connaissais pas encore Nessia, sa fille. J'ai connu son père avant elle. Et c'est Nessia qui va me contacter, il va me dire que son père était content d'échanger avec moi des lettres et qu'il est décédé, mais après avoir fini le deuxième et le troisième tome de ses mémoires. Et c'est Nessia qui s'est occupé du secrétariat de la correction et de tout ça avec l'éditeur. Il est décédé en 1990. L'enterrement à Al-Gelida n'a pu se faire qu'en 1912 pour des raisons familiales, je crois. Non, 1992. Et à l'enterrement, il y avait Dr Khatib, c'est-à-dire ses amis du combat pour l'indépendance. Il y avait Dr Khatib, il y avait Dr Moujib, le président du tennis. Il y avait aussi l'ancien ambassadeur, Dr Harabi, et pas mal de gens d'Al-Gelida. Ça, si vous voulez, c'est rapidement comment je l'ai connu. Pour son parcours, c'est quelqu'un qui a milité pour l'indépendance du Maroc pour plusieurs raisons, parce qu'il était médecin, il était libéral, il était imprégné des valeurs de la Révolution française, mais aussi parce qu'il a vu la méchanceté, si on peut dire, du protectorat. Alors d'abord, il a connu cette méchanceté du protectorat dans les années 40. Parce que, comme a dit Nessia tout à l'heure, l'ordre des médecins de Vichy a exclu sa mère de l'exercice de sa fonction, alors que cette dame s'est adonnée cœur et âme à la population marocaine. Et elle ne prenait même pas ses congés annuels. Elle enchaînait le travail. Le conseil des médecins, de l'ordre des médecins, n'a pas aussi pensé à lui autoriser une dérogation pour la laisser exercer alors qu'il en avait la possibilité. Donc, c'était, si vous voulez, cette procédure ou cette action du Conseil de l'ordre des médecins l'a totalement dévasté. Donc, il a compris qu'il ne faut jamais ménager cette administration directe du protectorat et cette philosophie du protectorat. Ensuite, dans les années 50, il s'est installé à Casablanca
devenu médecin, il était embauché par la Cosima. Ce n'était pas à l'époque Cosimar, c'était encore Cosima. Alors il a vu la ségrégation entre personnel marocain et personnel européen. Il y avait deux assistantes sociales, une seule assistante pour 200 à 300 Européens et l'autre assistante pour 1800 Marocains. Et ces Marocains n'avaient pas la douche, n'avaient pas le droit de se syndiquer, ils n'avaient aucun droit. C'est venu après la lettre des 75 avec d'autres, je résume, et pour les gens qui veulent approfondir, j'ai écrit tout ça dans l'encyclopédie du Haut Commissariat de la Résistance qui est consacrée aux Français libéraux. Il se trouve ici à la bibliothèque. Donc, avec la lettre des 75, pourquoi la lettre des 75? Parce que ce sont 75 personnalités influentes françaises au temps du protectorat, dans les domaines de la médecine, du barreau, des industriels. Il y avait par exemple Guy Martinet, l'historien, il y avait Peretti, il y avait le Maigre du Breuil, le grand industriel, il y avait des personnalités de grand calibre et très connues. Cette lettre la lettre des 75 a été présentée au président René Coty. Dès qu'elle est sortie dans la presse, Maroc Presse, dirigée par l'industriel le Maigre du Breuil, elle a fait, si vous voulez, un grand débat, une grande polémique au niveau de la communauté française et européenne en général, au temps des protecteurs. Et c'est tout de suite après que le Maigre du Breuil a été assassiné à Casablanca. Lui-même, qu'est-ce qu'il dit, Guy Delannoy dans ses mémoires? Il a dit, on a essayé de d'écrire cette lettre d'une façon modérée. Et malgré tout ça, ça a donné un résultat contraire. Alors je vais vous lire par exemple ce qu'a dit Marie Roselet. C'est la lettre des 75 qui donne naissance au mouvement libéral Conscience française par opposition à présence française que représentait la droite. La Conscience française bravait tous les interdits d'alors. Et de ce fait, comme le dira Jacques Berck, l'historien, il devait s'exposer aux incompréhensions, aux suspicions, voire aux attentats. Et c'est de là que le Maigre du Breuil a été assassiné. L'écrivain et journaliste Jean Lacouture, il dit dans Libération, dire que le groupe, c'est-à-dire le groupe de Conscience française, provoqua la colère de la majorité de la colonie française est faible. Les années que vécurent ces braves au temps où étaient perpétrés les grands complots contre le roi furent riches d'épreuves aggravées par la publication de la lettre. Et après, Guy Delannoy a été chassé de son emploi, il n'a plus d'emploi, il a essayé d'ouvrir, il habitait à Beauséjour, il a essayé d'ouvrir un cabinet médical au centre de Casablanca. Les médecins français l'ont boycotté, la population française aussi l'a boycotté, il n'a plus de rentrée d'argent. Et son logement au quartier de Beauséjour, où vivaient laissés aussi tous les enfants, était gardé par la police. Donc, après 42 ans passés au Maroc,
Il n'a jamais connu la France, sauf peut-être une fois ou deux fois. Il est retourné carrément en France, et où il a ouvert un cabinet. Et après sa retraite, il s'est installé à Villeneuve-les-Avignon, dans le sud. Et c'est à partir de Villeneuve-les-Avignon qu'on a commencé à échanger du courrier. Et c'est là où il m'a invité à venir le voir, mais pour des raisons diverses, je n'ai pas pu les rendre. Et là, je vais revenir à 1954 pour dire que la France, pour lui, était sa patrie, mais il disait aussi que le Maroc, c'était sa vraie patrie. Car le défunt était considéré par les Marocains comme un vrai Français, un vrai Marocain. En tant que président de conscience française, des Marocains vinrent le voir et lui raconter dans son cabinet à Casablanca leur misère et leur tourment, parce qu'il soignait aussi les résistants en cachette qui venaient après, qui s'étaient échappés de la police. Il disait que je ne demandais pas aux gens que je soignais s'ils étaient innocents ou coupables, ce n'était pas mon rôle, j'étais seulement médecin. Et lors du retour du souverain, le 16 novembre 1955, il fut présent sur l'aéroport pour représenter ses camarades de combat. Et 5 ans plus tard, au lendemain du décès de Mohamed V, et devant financer les études supérieures de ses 3 enfants, il s'installa en France après presque un demi-siècle de vie au Maroc. Je vais finir par les Wissem parce que c'est important. Le Maroc, il a été reconnaissant à cette personnalité éminente du combat pour l'indépendance. Pour résumer, je dirais qu'il a eu beaucoup de Wissem du royaume du Maroc par le Mohamed V, par Hassan II et par Mohamed VI. C'est dire que le personnage était très important. Je voudrais dire aussi, avant de finir, parce que ce sont des souvenirs qui viennent à chaque fois, quand j'ai fait un livre guide sur la ville d'El Jadida, c'est Guy Delannoy qui m'a donné l'idée. Comment cela s'était fait? C'était que lors de la présentation du premier tome de ses mémoires à El Jadida, il avait reçu une lettre de l'architecte français Jean-Louis Dollfus qui travaillait au chantier à Casablanca. Et Jean-Louis Dollfus avait remis une lettre à Guy Delannoy pour lui demander de l'aider à faire un livre guide sur la ville d'El Jadida et sa région. Et c'était en collaboration avec le délégué du tourisme d'El Jadida à l'époque. Guy Delannoy ne pouvait pas faire ce travail parce que non seulement pour l'âge, il était fatigué, il était accaparé par le travail qu'il faisait pour terminer ses mémoires, il n'avait pas le temps et il n'avait pas cette possibilité de faire ce travail. Donc il m'a remis la lettre de Jean-Louis Dollfus. Il m'a dit, toi, tu travailles sur El Jadida, c'est toi qui peux faire ce travail. Et j'ai contacté l'architecte Jean-Louis Dollfus, qui était sur le départ, parce qu'au téléphone, il m'a dit, dans 5-6 jours, je vais quitter le Maroc pour partir en France. Et il m'a donné sa lettre, et Jean-Louis Dollfus, il m'a envoyé pas beaucoup d'archives, un petit peu d'archives, que j'ai récupérées à la délégation du tourisme d'El Jadida. Et c'est comme ça que j'ai fait ce travail qui a été
publié à Toulon, en France. Maintenant, il est épuisé, il ne paraît plus, mais c'est seulement pour vous dire que c'était Guy de Lannoy, c'est un personnage emblématique de l'histoire du Maroc et de la vie d'El Jalila. Et merci beaucoup.